Papa avait promis qu'il reviendrait, mais papa a menti. Tout le monde ment. C'est ce que dit tante Gloria tous les soirs avant de fermer la porte de la cave à clé. Sofia Martinez était assise dans le coin de la cuisine sombre, son petit corps pressé contre le mur froid. Dans ses mains, elle tenait une photographie. Les bords étaient usés et doux, à force d'avoir été touchés pendant des années. Les couleurs s'étaient estompées, à force d'être tenues trop près, trop souvent, par des doigts qui refusaient de la lâcher. L'homme sur la photo souriait. Il avait des yeux bienveillants, des yeux gris-bleu, tout comme les siens. Il tenait un bébé dans ses bras, et le bébé riait. Ce bébé, c'était Sophia. Cet homme, c'était son papa. Et tous les deux avaient été heureux un jour. Mais c'était il y a 3 ans, avant l'accident, avant que maman ne cesse de manger, avant que maman ne cesse de respirer, et avant que tante Gloria n'arrive et n'emmène Sophia loin du petit appartement qui sentait encore le café de papa et les roses de maman. Maintenant, Sophia vivait ici, dans cette maison qui sentait toujours la cigarette et le whisky, avec une tante qui la regardait comme si elle était une facture à payer. Le bruit de verre brisé fit sursauter Sophia. Elle baissa les yeux vers ses pieds. L'assiette qu'elle était en train de laver gisait en morceaux sur le sol. Ses mains étaient encore mouillées, encore tremblantes. Elle n'avait pas voulu la faire tomber. Elle ne voulait jamais rien faire tomber. Mais ses doigts étaient si petits, et les assiettes si lourdes, et elle était si fatiguée. Des pas lourds se firent entendre depuis le salon. Le cœur de Sophia se mit à battre la chamade. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, et Gloria Vance se tenait dans l'encadrement. Les yeux de sa tante étaient rouges. Ses mouvements étaient lents et chancelants. Dans sa main, elle tenait une bouteille à moitié vide. Gloria regarda l'assiette cassée, puis elle regarda Sophia. « Qu'est-ce que tu as fait? » La voix de Sophia n'était qu'un murmure. « Je suis désolée, tante Gloria. Elle a glissé. Je ne l'ai pas fait exprès. »« Tu ne l'as pas fait exprès? » Gloria s'approcha. Son ombre recouvrit Sophia comme une vague sombre. « Tu ne le fais jamais exprès, mais les choses continuent de se casser, n'est-ce pas? Les assiettes se cassent, les verres se cornent, et c'est moi qui dois tout payer. Je suis désolé. Je vais nettoyer. Je ferai plus attention. » « Attention! » Gloria se mit à rire. Ce n'était pas un rire bienveillant. « Ta mère aussi faisait attention. Regarde où ça l'a menée. Morte dans un lit d'hôpital, à pleurer un homme qui l'a abandonnée. » Sophia sentit les larmes monter derrière ses yeux. « Papa n'est pas parti. Il a eu un accident. Il ne voulait pas partir. » La gifle partit, rapide et violente. Sophia trébucha en arrière, la jouée en feu. La photographie tomba de ses mains et atterrit sur le sol, parmi les morceaux de l'assiette cassée. « Ne me réponds pas. » La voix de Gloria était basse et menaçante. « Je te nourris, je t'habille, je te donne un toit, et c'est comme ça que tu me remercies, en cassant de mes affaires et en parlant de ton précieux papa. » Sophia ne dit rien. Elle avait appris que ne rien dire était plus sûr. Gloria la saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans une peau déjà meurtrie par la semaine précédente. Elle traîna Sophia à travers la cuisine, le couloir, jusqu'à la porte du fond, la porte de la cave. « Non! » La voix de Sophia se brisa. « S'il te plaît, tante Gloria. Pas ce soir. Il fait froid d'en bas. S'il te plaît. Tu aurais dû y penser avant de casser mon assiette. » Gloria ouvrit la porte. L'obscurité en bas semblait respirer, froide et infinie. « Tu pourras sortir demain matin, si je m'en souviens. » Elle poussa Sophia en avant. La fillette dévala les premières marches, se rattrapant à la rampe. Derrière elle, la porte claqua. Le verrou s'enclencha. L'obscurité, une obscurité complète et totale. Sophia s'assit sur les marches froides en béton, les bras enroulés autour de ses genoux. Sa joue la brûlait encore de la gifle. Son estomac lui faisait mal de faim. Elle n'avait pas mangé depuis la veille au matin, mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce qu'elle avait laissé en haut, la photographie. La photo de papa était toujours sur le sol de la cuisine, au milieu des morceaux de verre brisés, et Sophia était ici, en bas, dans le noir, incapable de l'atteindre. Pendant un long moment, elle ne fit que respirer, inspirer et expirer, comme maman le lui avait appris quand le monde semblait trop grand et trop effrayant. Puis, lentement, Sophia ferma les yeux.
Elle essaya de se souvenir du visage de papa sans la photographie, de la façon dont il souriait, dont il riait, dont il la soulevait pour la faire tourner jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux étourdis. Papa reviendra toujours vers toi, Mija. C'est ce qu'il disait, tous les soirs avant de partir au travail. Chaque matin, en l'embrassant sur le front, papa reviendra toujours. Mais papa n'est pas revenu, et maintenant, Sophia était seule dans le noir, avec pour seul compagnon des souvenirs et un bleu en forme des doigts de sa tante. Elle ouvrit les yeux, même s'il n'y avait rien à voir. Demain, pensa-t-elle, demain, quand tante Gloria partira chercher son argent au bureau du gouvernement, demain, Sophia sortira. Elle respirera de l'air frais. Elle sentira le soleil sur son visage, ne serait-ce que pour 1 heure, ne serait-ce que pour 1 minute. Elle avait besoin de se rappeler que le monde extérieur à cette cave existait toujours, que quelque part là-dehors, le ciel était encore bleu et les oiseaux chantaient encore, et que peut-être, juste peut-être, il y avait quelqu'un qui la regarderait sans colère dans les yeux. Sophia pressa son dos contre le mur froid et attendit le matin. Dans l'obscurité, elle se fit d'une promesse. Demain, elle trouverait un moyen de sortir, même si elle devait traverser le feu pour y arriver. La porte de la cave s'ouvrit à 7 heures du matin. Gloria se tenait en haut des escaliers, portant encore les vêtements de la veille. Elle ne regarda pas Sophia. Elle ne regardait jamais Sophia quand le soleil était levé et que l'alcool s'était dissipé. « Je sors, dit Gloria. Ne touche à rien, ne casse rien, reste dans ta chambre. » La porte claqua. Quelques minutes plus tard, Sophia entendit la porte d'entrée se fermer et un moteur de voiture démarrer. Elle attendit, compta jusqu'à 100, puis compta à nouveau. Le silence. Sophia monta lentement les escaliers de la cave, ses jambes raides à cause de la nuit froide. Dans la cuisine, elle trouva la photographie toujours sur le sol. Le verre avait été balayé, mais la photo de papa était toujours là, légèrement froissée maintenant. Elle la ramassa et la serra contre sa poitrine. Puis elle regarda la porte d'entrée. Tante Gloria serait partie pour des heures. Le bureau du gouvernement était à l'autre bout de la ville et il y avait toujours une longue file d'attente pour les chèques d'aide sociale. Sophia le savait parce que Gloria s'en plaignait tous les mois. Aujourd'hui était le jour. Sophia mit ses chaussures. Elles étaient trop petites et lui pincèrent les orteils, mais c'étaient les seules qu'elle avait. Elle glissa la photographie dans sa poche, ouvrit la porte d'entrée et sortit. L'air du matin lui frappa le visage comme une éclaboussure d'air froid. Pendant un instant, elle resta là, à respirer. Le ciel était gris, mais c'était quand même le ciel. La rue était bruyante de voitures et de gens, mais c'était quand même le monde, un monde qu'elle avait presque oublié. Sophia se mit à marcher. Elle n'avait pas de destination. Elle voulait juste bouger, sentir ses jambes la porter quelque part qui n'était ni la cave, ni la cuisine, ni la maison de tante Gloria. Le quartier ne lui était pas familier. Gloria vivait à la périphérie de la ville, dans un endroit où les bâtiments étaient vieux et la peinture s'écaillait. Sophia passa devant une laverie, un prêteur sur gage, un homme vendant des hot dogs depuis un chariot. Personne ne la regarda. Elle n'était qu'une petite silhouette de plus dans une rue bondée, invisible, sans importance. Après 1 heure de marche, Sophia se retrouva dans un autre quartier de la ville. Ici, les bâtiments étaient plus hauts. Les rues étaient plus propres. Les gens portaient de plus beaux vêtements et marchaient plus vite. Elle s'arrêta devant un magasin d'électronique. La vitrine était remplie de téléviseurs, des grands, des petits, tous montrant la même image. Un journal télévisé. Un homme en costume parlait à un pupitre, son visage remplissant tous les écrans. Sophia le fixa. Son cœur s'arrêta. L'homme à l'écran avait le visage de son père. La même mâchoire, les mêmes pommettes, les mêmes yeux gris-bleus qui la regardaient depuis la photo dans sa poche. Les mains de Sophia se mirent à trembler. Elle sortit la photographie et la plaqua contre la vitre. Ses yeux passaient du papier aux écrans, dans un va-et-vient incessant. Le visage était le même, exactement le même. Mais le titre en dessous disait quelque chose de différent. Dominic Corsetti, l'homme d'affaires le plus puissant de Chicago. Pas Daniel Martinez. Pas papa. Sophia pressa sa main contre la vitre froide. À l'intérieur du magasin, les téléviseurs continuaient de tourner. L'homme continuait de parler. Sa bouche bougeait, mais Sophia ne pouvait pas entendre les mots à travers la fenêtre. Elle n'avait pas besoin de les entendre.
Elle avait seulement besoin de voir. Papa était vivant. Papa était à la télévision. Papa portait un costume cher et se tenait dans une pièce pleine de gens importants. Mais pourquoi? Pourquoi avait-il un nom différent? Pourquoi n'était-il pas rentré à la maison? L'esprit de Sophia était assailli de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Peut-être que papa avait perdu la mémoire. Peut-être que quelqu'un l'avait emmené. Peut-être qu'il la cherchait en ce moment même, tout comme elle le cherchait. La photographie tremblait dans ses petites mains. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle ne comprenait pas comment son papa pouvait être à la télévision avec un nom et une vie différents. Mais elle comprenait une chose. Elle devait le trouver. L'écran affichait des mots en bas. La Tour Corsetti, au centre-ville de Chicago. Sophia lut les mots 3 fois jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans sa mémoire. La Tour Corsetti. C'était là que papa travaillait. C'était là qu'elle devait aller. Elle baissa les yeux sur ses chaussures usées et sa robe sale. Elle n'avait pas d'argent, pas de carte, aucune idée de la distance jusqu'au centre-ville. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Papa était vivant et Sophia allait le trouver. Sophia rentra en courant à la maison avant le retour de Gloria. Elle se glissa par la porte d'entrée, enleva ses chaussures et s'assit dans le coin de sa chambre comme si elle n'en était jamais partie. Quand Gloria revint 1 heure plus tard, sentant le parfum bon marché de la frustration, elle ne remarqua rien de différent. Cette nuit-là, Sophia était allongée sur son mince matelas, les yeux grands ouverts. Le sommeil ne venait pas. Son esprit rejouait sans cesse l'image de l'écran de télévision, le visage de papa, le même visage qu'elle avait mémorisé sur la photographie, les mêmes yeux qui la regardaient chaque soir avant qu'elle ne ferme les siens. Mais le nom était faux. Dominic Corsetti, pousse Daniel Martinez. Sophia ne comprenait pas, mais elle savait une chose, elle devait le voir. Elle devait se tenir devant lui et lui montrer la photographie. Elle devait lui demander pourquoi il n'était jamais rentré à la maison. La Tour Corsetti, au centre-ville de Chicago. Elle répétait les mots dans sa tête jusqu'à ce qu'ils deviennent un rythme, un battement de cœur, une promesse. Demain, elle le trouverait demain. Quand le matin arriva, Gloria partit de nouveau tôt. Pas pour le bureau du gouvernement cette fois, mais pour un autre endroit. Sophia ne demanda pas. Elle ne demandait jamais. Dès que la voiture disparut, Sophia se déplaça rapidement. Elle alla à sa cachette derrière la planche large de son placard. À l'intérieur se trouvait un petit sac en plastique. Elle économisait des pièces depuis 2 ans. Des pièces de 25 cents trouvées dans les coussins du canapé, des pièces de 10 cents des poches du manteau de Gloria, des pièces d'1 centime du trottoir. 11,37 $. C'était tout ce qu'elle possédait. Sophia mit l'argent dans sa poche avec la photographie. Elle trouva un morceau de pain dans la cuisine et le mangea rapidement. Puis elle mit ses chaussures et sortit. Le matin était froid. Sophia enroula ses bras autour d'elle en marchant vers l'arrêt de bus. Elle avait déjà vu des gens y attendre. Peut-être que quelqu'un pourrait lui dire comment se rendre au centre-ville. Une vieille femme était assise sur le banc, serrant un sac de courses. Sophia s'approcha prudemment. « Excusez-moi, savez-vous comment se rendre à la Tour Corsetti ?» La femme la regarda avec des yeux fatigués. « La Tour Corsetti? C'est au centre-ville, ma chérie. Très loin au centre-ville. Tu dois prendre le train. »« Quel train? » La femme pointa du doigt le bout de la rue. La ligne bleue, 3 arrêts jusqu'au loop. « Mais ça coûte de l'argent. »« Tu as de l'argent. » Sophia hocha la tête. « Oui, madame. » La femme l'étudia un instant, puis haussa les épaules. « Fais attention là-bas. La grande ville n'est pas tendre avec les petites filles. » Sophia la remercia et se dirigea vers la gare. Elle n'avait jamais pris le train seule auparavant. Papa l'emmenait parfois le dimanche quand il avait un jour de congé. Il lui tenait la main et lui montrait les bâtiments par la fenêtre. Maintenant, il n'y avait personne pour lui tenir la main. Le train coûtait 2,50 $. Sophia compta les pièces avec soin et les poussa dans la fente. La machine cracha un billet. Elle franchit les portillons et attendit sur le quai. Quand le train arriva, elle monta et trouva une place près de la fenêtre. 3 arrêts. La femme avait dit 3 arrêts. Sophia compta chacun d'eux, son cœur battant de plus en plus fort à chaque station qui passait. Quand les portes s'ouvrirent au 3e arrêt, elle entra dans un monde différent. Ici, les bâtiments étaient des géants de verre et d'acier qui s'élevaient jusqu'aux nuages. Les gens se déplaçaient vite, parlant dans des téléphones, portant des mallettes,
ne baissant jamais les yeux. Sophia se sentit plus petite qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Elle demanda son chemin à un homme en costume. Il la regarda à peine avant de pointer vers l'est. Elle demanda à une femme avec une tasse de café. La femme fit de même. Après 2 heures de marche et de questions, Sophia la vit enfin. La tour Corsetti. Elle s'élevait dans le ciel comme une montagne de miroirs. Le soleil se reflétait sur sa surface, la faisant briller. À la base aussi, une rangée de portes en verre menait à l'intérieur. Des hommes en costume noir montaient de la garde. Sophia se dirigea vers l'entrée. L'un des gardes s'avança immédiatement. Il était grand. Son visage était dur. « Hé, gamine !» Sa voix était sèche. Ce n'était pas un terrain de jeu. « Dégage !» Sophia s'arrêta, mais ne recula pas. « Je dois entrer, dit-elle. Mon papa travaille ici, le garde rit. Ce n'était pas un rire bienveillant. Bien sûr qu'il travaille ici, et moi, je suis le président. Maintenant, file avant que j'appelle quelqu'un. Sophia regarda la tour puis le garde. Elle ne pouvait pas se battre contre lui. Elle ne pouvait pas passer en courant, mais elle pouvait attendre. Elle se dirigea vers le bord du trottoir et s'assit sur le béton froid. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda le garde. « J'attends, » dit Sophia. « Mon papa travaille ici. Il finira bien par sortir, et je serai là quand il le fera. » Le garde la fixa un long moment, puis il secoua la tête et retourna à son poste. Sophia sortit la photographie et la tint sur ses genoux. Elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. 4 heures passèrent. Le soleil traversa le ciel. Les ombres s'allongèrent. Les gens entraient et sortaient par les portes de verre de la tour Corsetti, mais aucun d'eux n'était l'homme de la télévision. Sophia ne bougea pas. Son estomac lui faisait mal de faim. Sa gorge était sèche. Le béton froid avait engourdi ses jambes depuis des heures, mais elle resta exactement où elle était, la photographie serrée dans ses mains. Le garde avait cessé de la regarder. D'autres gardes étaient venus et repartis avec le changement de service. Ils jetaient tous un coup d'œil à la petite fille sur le trottoir, haussaient les épaules et retournaient à leur poste. Elle ne causait pas de problème. Elle était juste assise, et dans une ville aussi grande, une enfant assise ne valait pas la peine de remplir des papiers. Vers 5 heures, les portes commencèrent à s'ouvrir plus fréquemment. Des hommes et des femmes en vêtements chers sortaient en masse, se dirigeant vers des voitures et des taxis qui attendaient. Sophia observait chaque visage attentivement. Aucun d'eux n'était papa. Puis, à 5h17 exactement, les portes principales s'ouvrirent une dernière fois. 2 hommes sortirent. Le premier était grand et large, avec un visage qui semblait avoir été taillé dans la pierre. Il marchait légèrement derrière le second homme, ses yeux balayant la rue comme un prédateur à l'affût de menaces. Le second homme, c'était lui. Le cœur de Sophia s'arrêta. Il était plus grand en personne qu'il n'en avait l'air à la télévision. Son costume était sombre et parfaitement ajusté. Ses cheveux étaient noirs, peignés en arrière. Et ses yeux étaient gris-bleu, exactement comme les yeux sur la photographie. Exactement comme les propres yeux de Sophia. L'homme de grande taille la remarqua le premier. « Patron, » dit-il en hochant la tête vers le trottoir. « Cette gamine est là depuis toute l'après-midi. Elle n'arrête pas de dire que son père travaille ici. » L'homme en costume tourna la tête. Un instant, il la regarda simplement. Son expression était indéchiffrable, froide, comme une porte qui aurait été verrouillée depuis très longtemps. Puis, il se mit à marcher vers elle. Sophia se releva péniblement. Ses jambes étaient raides et maladroites, mais elle les força à la soutenir. Elle ne le rencontrerait pas assise. Elle ne rencontrerait pas papa assise. Il s'arrêta à 1 mètre de distance. De près, la ressemblance était encore plus frappante. La forme de sa mâchoire, la ligne de son nez, la façon dont ses sourcils se fronçaient quand il réfléchissait. C'était papa. Ça devait être papa. « Qui êtes-vous » Sa voix était profonde et plate, sans aucune chaleur. La voix de Sophia tremblait, mais elle ne détourna pas le regard. « Je suis ici pour trouver mon papa. Vous lui ressemblez tellement. » Elle déglutit difficilement. « Est-ce vous mon papa ?» Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou de la confusion. Puis la froideur revint. « Je n'ai pas d'enfant, dit-il. Je ne peux pas avoir d'enfant. » Sophia secoua la tête. « Mais vous lui ressemblez exactement, exactement. Beaucoup de gens se ressemblent, gamine. Ça ne fait pas d'eux une famille, non? »
Sofia fouilla dans sa poche et sortit la photographie. Voici mon papa, Daniel Martinez. Il est mort il y a 3 ans, mais il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Le même visage, les mêmes yeux. Elle tendit la photographie vers lui. L'homme ne la prit pas immédiatement. Il la fixa comme si elle pouvait le mordre. Puis, lentement, il tendit la main et prit la photographie de sa petite main. La photographie était vieille, froissée, usée sur les bords par des années à être tenue, mais le visage dessus, Dominic y vit son propre reflet. Sa main trembla, juste un peu, juste assez pour que Sophia le remarque. « Où as-tu eu ça? » Sa voix était différente maintenant, toujours froide, mais avec autre chose en dessous. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Maman me l'a donné, dit Sophia, avant de mourir. Elle a dit que papa veillerait toujours sur moi, même s'il ne pouvait pas revenir. » Dominic Corsetti fixa la photographie un long moment. L'homme de grande taille s'approcha. « Patron, tout va bien? » Dominic ne répondit pas. Il regarda la photographie, puis il regarda la fillette, ses yeux gris-bleus, la forme de son visage, la détermination obstinée de sa mâchoire. Il se vit lui-même. Il vit un fantôme dont il ignorait l'existence. « Comment t'appelles-tu? » demanda-t-il doucement. « Sophia. Sophia Martinez. » La prise de Dominic sur la photographie se resserra. « Léo, dit-il sans regarder l'homme de grande taille, amène la voiture. »« Patron. Maintenant. » Léo hésita une seconde seulement, puis se retourna et se dirigea vers le parking. Dominic baissa les yeux sur Sophia. « Tu viens avec moi, dit-il. Nous devons parler. » Dominic se tenait sur le trottoir, tenant toujours la photographie. Sa main tremblait. Il le remarqua et se força à s'arrêter. Dominic Corsetti ne tremblait pas. Il n'avait pas tremblé depuis 20 ans. Pas quand des rivaux menaçaient sa vie, pas quand des balles sifflaient près de sa tête, pas quand il enterrait sa mère. Mais maintenant, en regardant une photographie froissée d'un homme avec son propre visage, sa main ne voulait pas rester immobile. « Qui t'a donné ça? » Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Qui t'a envoyé ici? » Sophia fit un petit pas en arrière. La froideur de sa voix l'effrayait, mais elle ne s'enfuit pas. « Personne ne m'a envoyé, dit-elle. Maman m'a donné la photo avant de mourir. Elle a dit que je devais la garder pour toujours. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Dominic s'approcha, dominant la petite fille. « Quelqu'un t'a dit de venir ici. Quelqu'un t'a dit de me trouver. Qui était-ce? » Sophia secoua la tête, la confusion remplissant ses yeux. « Je ne comprends pas. Je vous ai vu à la télévision. Vous ressembliez à mon papa. Alors je suis venu vous trouver. Les gens ne se promènent pas dans le centre de Chicago à la recherche d'étrangers à cause d'une émission de télévision. Je ne mens pas. » La voix de Sophia se cassa. « Je pensais que vous étiez mon papa. Je pensais que peut-être il était vivant. Peut-être qu'il nous avait oubliés. Peut-être que quelqu'un l'avait emmené et qu'il ne se souvenait plus. » Dominic la fixa. Dans son monde, tout était un jeu. Chaque mot avait un sens caché. Chaque action avait un but. Les enfants n'apparaissaient pas simplement à sa porte en portant des photographies d'hommes morts qui lui ressemblaient trait pour trait. Cela devait être un coup monté, un piège. Quelqu'un utilisait cette fille pour l'atteindre. Mais ensuite, il regarda à nouveau ses yeux, gris-bleu, exactement la même teinte qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Léo revint avec la voiture, une berline noire aux vitres teintées. Il sortit et ouvrit la portière arrière, puis se pencha près de Dominic. « Patron, » murmura-t-il, « ce n'est qu'une enfant, et ce visage sur la photo, ce n'est pas quelque chose qu'on peut truquer. » Dominic ne dit rien. Il regarda la photographie une dernière fois. L'homme sur la photo souriait, un vrai sourire, le genre de sourire que Dominic n'avait jamais appris à faire. L'homme s'appelait Daniel Martinez, et il était mort. Mais il avait été vivant. Il avait vécu quelque part, aimé quelqu'un, eu une fille, et il ressemblait exactement à Dominic Corsetti. « Montez dans la voiture, dit Dominic à Sophia. La fillette hésita. « Où allons-nous? » « Découvrir la vérité. Nous allons faire un test ADN, maintenant. » Sophia ne savait pas ce qu'était un test ADN, mais elle comprit que l'homme ne la renvoyait pas. Pas encore. Elle monta sur la banquette arrière de la voiture. Le cuir était doux sous elle, plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché. La voiture sentait le propre, le neuf et le parfum cher. Il y avait de petites lumières au plafond et des boutons sur les portières qu'elle n'osait pas toucher. Sophia n'était jamais montée dans une voiture comme celle-ci. Elle n'avait jamais imaginé que des voitures comme celle-ci existaient en dehors des films. Dominic s'installa à côté d'elle.
Léo ferma la portière et fit le tour pour s'asseoir au volant. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Dominique étudia la fillette en silence. Elle était maigre, trop maigre. Sa robe était délavée et trop petite. Le tissu était usé presque jusqu'à la transparence au coude. Ses chaussures tombaient en morceaux. Ses cheveux étaient emmêlés, comme si personne ne les avait brossés depuis des jours. Et sur ses poignets, juste en dessous des manches, il pouvait voir des bleus, des marques violet foncé en forme de doigts. « Qui t'a fait ça? » Sa voix était calme, plus froide qu'avant. Sophia baissa les yeux et vit ce qu'il voyait. Rapidement, elle remonta ses manches et cacha ses mains sous ses jambes. « Personne, murmura-t-elle. Ce sont des empreintes de doigts. Quelqu'un t'a attrapé assez fort pour laisser des marques. » Sophia ne dit rien. Elle fixa ses genoux. Dominique l'observa un long moment. Il reconnut ce silence, cette peur, la façon dont elle se faisait plus petite, comme pour essayer de disparaître. Il avait déjà vu ça, il y a de nombreuses années, chez un autre enfant, en lui-même. Il se tourna vers l'avant, la mâchoire serrée. « Léo, conduis plus vite. » La voiture s'arrêta devant une clinique médicale privée. Pas d'enseigne, pas de salle d'attente pleine de patients, juste un bâtiment simple avec une porte en acier et une caméra de sécurité qui clignotait en rouge dans la lumière du soir. Dominique possédait cet endroit. Il ne servait qu'à un seul but. Quand il avait besoin de réponses, il les obtenait ici. Rapidement, discrètement, sans poser de questions. À l'intérieur, un médecin en blouse blanche attendait déjà. Il ne demanda pas pourquoi Dominic Corsetti était arrivé avec une fillette de 7 ans en vêtements déchirés. Il prit simplement les échantillons qu'on lui avait dit de prendre et disparut dans l'arrière-salle. « 2 heures, dit le médecin, peut-être moins. » Dominic hocha la tête et conduisit Sophia dans une pièce voisine. Une femme plus âgée y attendait. Rosa. Elle avait des cheveux gris soigneusement attachés et des yeux bienveillants qui se plissaient au coin. Elle travaillait pour Dominic depuis avant qu'il ne devienne l'homme qu'il était maintenant. Elle était ce qu'il avait de plus proche d'une famille. Rosa regarda Sophia, puis Dominic. « Qui est cet enfant? » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas encore, dit Dominic. Donne-lui à manger. » Elle n'a pas mangé. Il se retourna et sortit avant que Rosa ne puisse poser d'autres questions. Rosa baissa les yeux sur Sophia. La fillette se tenait figée, ne sachant pas si elle avait le droit de bouger. « Viens, petite, » dit doucement Rosa. « Assieds-toi, je vais te préparer quelque chose de chaud. » Elle guida Sophia vers une petite table et plaça un bol de soupe devant elle. À côté, elle posa une assiette avec du pain, du fromage et des tranches de pommes. Sophia fixa la nourriture. « Vas-y, » dit Rosa, « c'est pour toi. » Sophia prit la cuillère. Sa main tremblait légèrement. Elle prit une bouchée de soupe, puis une autre. Puis elle ne put plus s'arrêter. Elle mangeait comme quelqu'un qui ne sait pas quand viendra le prochain repas. Comme quelqu'un qui a appris que la nourriture pouvait disparaître à tout moment. Elle déchira le pain en morceaux et le trempa dans la soupe. Elle mangea chaque tranche de pomme. Elle racla le bol jusqu'à la dernière goutte. Rosa regardait dans silence, le cœur brisé. Quand Sophia eut fini, elle leva les yeux, écarquillée. « Merci, madame. »« Rosa, » dit doucement la femme, « tu peux m'appeler Rosa. » Sophia hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Elle resta assise très immobile, comme si elle avait peur que bouger ne fasse disparaître tout cela. Dans la pièce voisine, Dominic faisait les 100 pas. 2 heures lui semblaient 2 ans. Il avait affronté la mort sans sourciller. Il avait pris des décisions qui détruisaient des empires sans perdre le sommeil. Mais attendre qu'un morceau de papier lui dise si sa vie entière avait été un mensonge était quelque chose qu'il ne savait pas comment faire. Quand le médecin revint enfin, Dominic cessa de faire les 100 pas. Alors, le médecin lui tendit un dossier. Les résultats sont clairs. Correspondance génétique de 50%, l'enfant est votre nièce biologique. Dominic ouvrit le dossier. Les chiffres le fixaient, froid, scientifique, indéniable. « C'est impossible, » dit-il. « Je n'ai pas de frères et sœurs. Je suis fils unique. » Le médecin haussa les épaules. « L'ADN ne ment pas, Monsieur Corsetti. Cette fille partage suffisamment de matériel génétique avec vous pour être la fille d'un frère ou d'une sœur dont vous ignoriez peut-être l'existence. » La mâchoire de Dominic se serra. « Refaites-le. Monsieur, les résultats sont exacts. Le refaire ne changera rien. Refaites-le. » Le médecin hésita, puis hocha la tête et reprit les échantillons.
Une heure plus tard, le deuxième rapport revint, identique au premier. Correspondance de 50%. Sofia Martinez était sa nièce. Dominic se tenait seul dans le couloir, fixant le papier dans ses mains. Daniel Martinez, un homme avec son visage, un homme qui avait vécu et était mort sans que Dominic sache jamais qu'il existait, un frère. Qui diable est Daniel Martinez? Se murmura Dominic. Il plia le papier et le mit dans sa poche, puis il retourna dans la pièce où Sofia attendait. Elle s'était endormie à table, la tête reposant sur ses bras. Rosa avait dérapé une couverture sur ses petites épaules. Elle était épuisée, dit doucement Rosa. Pauvre petite. Dominic regarda la fillette endormie, les bleus sur ses poignets, la façon dont elle se recroquevillait sur elle-même, même dans son sommeil, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la frappe. Préparez une chambre d'amis, dit-il. Elle reste ici ce soir. Rosa hocha la tête et souleva doucement Sofia. La fillette bougea, mais ne se réveilla pas. Quand Rosa la déposa sur le lit moelleux de la chambre d'amis, les yeux de Sofia s'ouvrirent un instant. Elle regarda les draps propres, les oreillers duveteux, la lumière chaude. Dors maintenant. Sofia referma les yeux, mais elle ne dormit pas. Pas vraiment. Elle avait peur que si elle dormait trop profondément, elle se réveillerait dans la cave. Dominic ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis dans son bureau, entouré par l'obscurité, pendant que ses hommes travaillaient toute la nuit. Des appels téléphoniques furent passés. Des dossiers furent consultés. Des faveurs furent demandées à des hommes qui savaient comment trouver des choses censées rester enfouies. Au lever du soleil sur Chicago, un dossier reposait sur son bureau. Dominic le fixa un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des documents, des certificats de naissance, des papiers d'adoption, des dossiers d'emploi, des certificats de décès, des photographies. Il lut chaque page lentement, laissant les mots s'enfoncer dans son esprit comme des pierres tombant dans une eau sombre. Daniel Martinez, né le 15 mars, il y a 36 ans, le même jour, la même année, le même hôpital, le Centre médical Sainte-Marie, le même hôpital où Dominic Corsetti était né. Les papiers d'adoption montraient que Daniel avait été retiré de l'hôpital alors qu'il n'avait que 3 jours. Une famille du nom de Martinez l'avait trouvé abandonné près d'une église dans le sud de la ville. Ils l'avaient recueilli, élevé comme leur propre fils, lui avaient donné leur nom. Il avait grandi dans la pauvreté, avait travaillé dans la construction depuis l'âge de 16 ans, avait épousé une femme nommée Elena à 23 ans, avait eu une fille nommée Sofia à 29 ans, et puis, il y a 3 ans, il était mort. Un accident de chantier. Une poutre était tombée. Daniel Martinez avait été tué sur le coup. Sa femme, Elena, était morte 2 ans plus tard. Insuffisance cardiaque, disait le rapport médical. Mais Dominic savait ce que cela signifiait. Elle était morte de chagrin, d'un cœur brisé qui avait simplement cessé de battre. Leur fille, Sofia, avait été envoyée vivre avec la sœur d'Elena, Gloria Vance. Dominic se tourna vers la dernière page du dossier, une photographie. Daniel Martinez lui souriait depuis la photo. Il portait un casque de chantier et une veste de travail poussiéreuse. Son visage était bronzé par des heures au soleil. Ses yeux brillaient de quelque chose que Dominic ne reconnaissait pas. Le bonheur, le vrai bonheur. Dominic leva la photographie et la regarda longuement. C'était comme regarder dans un miroir. La même mâchoire, les mêmes pommettes, les mêmes yeux gris-bleus. Chaque trait était identique, jusqu'à la petite cicatrice près du sourcil gauche que Dominic s'était fait enfant. Sauf que Daniel avait aussi la même cicatrice. Léo entra doucement dans la pièce. Il était resté éveillé toute la nuit également, coordonnant l'enquête. « Patron, dit-il doucement, les dossiers sont clairs. Il est né à Sainte-Marie la même nuit que vous. Même mère, même père. » Il marqua une pause. « C'était votre jumeau. Quelqu'un l'a enlevé de l'hôpital avant même que votre mère ne le sache. » Dominic ne dit rien. Son esprit retournait en arrière, à son enfance, au visage de sa mère quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, à la tristesse qu'elle portait et qu'elle n'a jamais expliquée. Elle lui racontait parfois des histoires, tard le soir, quand la maison était calme, des histoires qui n'avaient pas tout à fait de sens. « J'ai entendu 2 cris cette nuit-là, » avait-elle murmuré une fois. « Je sais que je les ai entendus, mais quand je me suis réveillé, ils m'ont dit qu'il n'y avait que toi. » Dominic avait pensé qu'elle rêvait, qu'elle était confuse, accablée de chagrin par un accouchement difficile, mais elle avait dit la vérité.
Il y avait eu 2 bébés, 2 fils, et quelqu'un en avait volé un, son frère. Un frère qui avait grandi sans argent, sans pouvoir, sans le nom Corsetti. Un frère qui avait travaillé de ses mains, aimé sa famille et était mort dans un accident de chantier pendant que Dominique était assis dans une tour de verre. La main de Dominique se resserra sur la photographie. Qui a fait ça? Sa voix n'était qu'un murmure. Qui l'a pris? Léo secoua la tête. Nous ne le savons pas encore. Les dossiers de l'hôpital de cette nuit-là sont incomplets. Quelqu'un en a effacé des parties. Alors découvrez qui les a effacés. Patron, c'était il y a 36 ans. Les personnes impliquées sont peut-être mortes. Dominique leva les yeux. Ses yeux étaient sombres, dangereux. Alors déterrez leur tombe s'il le faut. Je veux savoir qui a pris mon frère, et je veux savoir pourquoi. Léo hocha la tête et quitta la pièce. Dominique resta seul, tenant la photographie d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré, un homme qui avait vécu une vie entière sans savoir qui il était vraiment, son frère jumeau, et quelqu'un l'avait volé. Quelqu'un allait payer. Les dossiers de l'hôpital avaient été effacés, mais Dominique Corsetti avait appris il y a longtemps que rien ne disparaît jamais vraiment. Tout laisse des traces, des pistes écrites, des témoins, des secrets enfouis dans des endroits que les gens oublient de vérifier. Il envoya ses hommes au centre médical Sainte-Marie. Ils trouvèrent de vieux classeurs au sous-sol, des boîtes de dossiers qui avaient survécu à des décennies de négligence, des archives sur microfilm que personne n'avait touchées depuis 30 ans. La plupart des dossiers de la nuit de sa naissance manquaient. Des pages avaient été arrachées, des noms avaient été noircis à l'encre qui s'était estompée, mais pas assez pour révéler ce qui se cachait en dessous. Quelqu'un avait travaillé très dur pour faire disparaître cette nuit, mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient oublié les gens. Léo la trouva le deuxième jour de recherche. Une infirmière à la retraite nommée Margaret Chen, âgée de 73 ans, vivant dans un petit appartement dans l'ouest de la ville. Elle avait travaillé à la maternité de Sainte-Marie il y a 36 ans. Dominique alla la voir lui-même. La vieille femme ouvrit lentement sa porte, ses yeux s'écarquillant en voyant le grand homme en costume chair dans son couloir. « Madame Chen, dit Dominique, je dois vous poser des questions sur une nuit il y a 36 ans, la nuit où 2 bébés sont nés d'une femme nommée Catherine Corsetti. » Le visage de Margaret Chen devint blême. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Si vous le savez. » La voix de Dominique était calme mais ferme. « Vous étiez là. Vous avez vu ce qui s'est passé et vous gardez ce secret depuis 36 ans. » Les mains de la vieille femme tremblaient. Elle regarda le sol, puis de nouveau Dominique. « Vous êtes l'un d'eux, n'est-ce pas? L'un des jumeaux. » « Oui. » Margaret Chen ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. « J'étais jeune, murmura-t-elle. J'avais besoin de ce travail. Ils m'ont dit que si je parlais un jour de cette nuit, ils me détruiraient. Qui vous a dit ça? Une femme, elle est venue à l'hôpital avant la naissance, belle, riche, froide comme la glace. » La voix de Margaret tremblait. Elle a dit qu'elle s'appelait Victoria Ashford. Dominique sentit son sang se glacer. Victoria Ashford. Il connaissait ce nom. Tout le monde à Chicago connaissait ce nom. Elle était veuve maintenant, immensément riche, avec des relations dans tous les coins de la ville. Son défunt mari avait été un magnat de l'immobilier. Son fils, Marcus Ashford, était l'un des rivaux commerciaux les plus persistants de Dominique. Mais il y a 36 ans, Victoria avait été autre chose. Elle avait été la maîtresse de son père. « Qu'a-t-elle fait? » demanda Dominique. Margaret essuya ses larmes. « Votre mère a donné naissance à des jumeaux cette nuit-là, 2 bébés en bonne santé. J'étais là quand ils ont tous les 2 pleuré pour la première fois. » Elle marqua une pause, se ressaisissant. Mais le lendemain matin, il n'y avait qu'un seul bébé dans la nurserie. L'autre avait disparu. Les médecins ont dit qu'il devait y avoir une erreur, qu'il n'y avait toujours eu qu'un seul enfant, mais je savais. J'ai entendu 2 cris. J'ai tenu 2 bébés. Qu'est-il arrivé au deuxième enfant? Les hommes de Victoria l'ont pris, en pleine nuit. Ils pensaient prendre l'unique héritier. Ils voulaient faire du mal à votre mère, la punir d'être avec votre père. Margaret secoua lentement la tête. Mais ensuite, Victoria a découvert qu'il y avait 2 bébés, pas un. Elle n'avait su qu'il y avait une grossesse. Quand elle a réalisé que ces hommes avaient pris le mauvais enfant, elle a paniqué. « Alors elle l'a jeté, » dit Dominique, sa voix n'étant qu'un murmure. « Ils l'ont laissé près d'une église. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à ce qu'il survive ou non, mais une famille l'a trouvé.
Ils l'ont recueilli, la famille Martinez. Daniel, Dominique se tenait dans l'appartement de la vieille femme, les poings serrés. Son frère avait été volé, jeté comme un déchet, laissé grandir dans la pauvreté et l'anonymat pendant que Dominique héritait de tout. Et la femme responsable avait vécu dans le luxe tout ce temps, assistant aux mêmes fêtes, marchant dans les mêmes rues, lui souriant à travers les salles de bal comme si de rien n'était. Victoria Ashford, elle avait détruit sa famille avant même qu'il ne soit assez grand pour s'en souvenir. Elle lui avait pris son frère, lui avait donné une vie de lutte, l'avait laissé mourir sans jamais savoir d'où il venait. Et maintenant, son fils essayait de prendre aussi l'empire de Dominique. Dominique se retourna et se dirigea vers la porte. « Monsieur Corsetti, » l'appela Margaret, « qu'allez-vous faire? » Dominique s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Victoria Ashford, » dit-elle doucement, « elle va payer pour ça. » Dominique retourna au manoir alors que le soleil commençait à se coucher. Son esprit brûlait encore de tout ce qu'il avait appris. Victoria Ashford, l'enlèvement, le mensonge qui avait façonné toute sa vie, le frère qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Mais il y avait quelque chose qu'il devait faire d'abord, quelque chose de plus important que la vengeance. Il devait parler à Sophia. Il la trouva dans la chambre d'amis, recroquevillée sur le grand fauteuil près de la fenêtre. Elle ne dormait pas. Elle était juste assise là, les genoux ramenés contre sa poitrine, les bras enroulés autour d'elle. Dans ses mains, elle tenait la même photographie qu'elle avait portée à travers la ville pour le trouver. Elle leva les yeux quand il entra. Ses yeux gris-bleus étaient prudents, en attente. Dominique se tint un instant dans l'embrasure de la porte. Il avait affronté des tueurs sans hésitation. Il avait négocié avec les hommes les plus dangereux du pays. Mais debout devant cette petite fille, il ne savait pas par où commencer. Il s'approcha et s'assit sur le bord du lit, face à elle. Sophia. C'était la première fois qu'il prononçait son nom comme ça. Pas gamine, pas la fille, son nom. Sophia le remarqua. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Je dois te dire quelque chose, » dit Dominique. « Quelque chose d'important. » Sophia serra plus fort la photographie. « À propos de mon papa? » « Oui. » Dominique prit une lente inspiration. Il n'avait jamais été doué avec les mots, pas les mots doux, pas ceux qui réconfortent au lieu de commander. Mais pour elle, il essayerait. « L'homme sur cette photo, » dit-il prudemment, « c'était mon frère jumeau. » Sophia cligna des yeux. « Votre frère? » « Oui, nous sommes nés le même jour, à la même heure. Nous avions le même visage, les mêmes yeux. » Sophia baissa les yeux sur la photographie, puis de nouveau sur Dominique. « Mais vous vous ressemblez exactement. C'est ce que sont les jumeaux, deux personnes nées ensemble, de la même mère. Nous étions censés grandir ensemble. » Dominique marqua une pause. « Mais quelqu'un l'a emmené quand nous étions bébés, avant même que je sache qu'il existait. » Le front de Sophia se plissa tandis qu'elle essayait de comprendre. « Quelqu'un a volé mon papa. » « Oui, quand il n'avait que 3 jours, une mauvaise personne l'a pris à l'hôpital et l'a laissé quelque part loin. Une autre famille l'a trouvé, ils l'ont élevé. Ils lui ont donné le nom de Daniel Martinez. » Les yeux de Sophia se remplirent de confusion et d'autre chose, de peur. « Alors, vous n'êtes pas mon papa? » Dominique secoua lentement la tête. « Non, je ne suis pas ton papa. » Le visage de la fillette se décomposa. Un instant, on aurait dit qu'elle allait pleurer. Elle avait traversé la ville dans l'espoir de trouver son père, son foyer. Mais il n'était pas son papa. Son papa était toujours parti. « Mais, » dit doucement Dominique, « je suis ton oncle, le frère de ton papa, son jumeau. » Sophia leva les yeux. « Mon oncle? » « Oui. Est-ce que ça veut dire... » Elle hésita, comme si elle avait peur de poser la question. « Est-ce que ça veut dire que j'ai une famille, une vraie famille? » Dominique la regarda, ses cheveux emmêlés, sa robe usée, les bleus sur ses poignets qui commençaient à s'estomper, la photographie qu'elle tenait comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Elle n'avait rien, pas de parents, pas de maison, personne qui se souciait de savoir si elle vivait ou mourait, sauf maintenant. Elle l'avait lui. « Oui, » dit Dominique, « tu m'as moi. » Sophia le fixa un long moment. Ses yeux scrutèrent son visage, cherchant un mensonge, cherchant la froideur que tout le monde voyait en regardant Dominique Corsetti, mais elle ne la trouva pas. Elle trouva autre chose, quelque chose qu'il avait enfoui si profondément qu'il en avait oublié l'existence. Sans crier gare,
Sophia se jeta du fauteuil et lui lança les bras autour du cou. Dominic se figea. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait serré dans ses bras. Des années, des décennies, sa mère peut-être, avant de mourir. Mais même alors, il avait appris à garder ses distances, à rester froid, à ne jamais laisser personne s'approcher assez pour le blesser. Mais Sophia ne savait rien de tout ça. Elle ne savait pas qui il était, ni ce qu'il avait fait. Elle savait seulement qu'il était sa famille, la seule famille qui lui restait. Ses petits bras se serrèrent fort autour de son cou. Dominic resta assis, raide et incertain. Ses mains pendaient à ses côtés. Il ne savait pas quoi faire. Puis, lentement, il leva les bras et les plaça autour d'elle. Il la serra doucement, comme si elle pouvait se briser. Et pour la première fois en 20 ans, Dominic Corsetti sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine. 3 jours passèrent. Sophia resta au manoir, enveloppée dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir exister. Rosa lui donnait des bains chauds et lui brossait les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient doux et lisses. Elle portait de nouveaux vêtements qui lui allaient parfaitement. Elle mangeait 3 repas par jour à une table avec des assiettes qui ne se fissuraient pas et des chaises qui ne vacillaient pas. La nuit, elle dormait dans un lit si moelleux qu'elle se réveillait parfois confuse, cherchant le sol froid en béton de la cave. Mais il n'était jamais là, seulement de la chaleur, seulement de la sécurité. Dominic observait de loin. Il n'était pas habitué aux enfants. Il ne savait pas comment leur parler, jouer avec eux ou les réconforter quand ils faisaient des cauchemars. Mais il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Et chaque matin, avant de partir au travail, il s'arrêtait à sa porte pour voir si elle était toujours là, toujours réelle, toujours la fille de son frère. Le 3e jour, la paix fut brisée. Léo entra dans le bureau de Dominic avec une expression qui signifiait des ennuis. Patron, il y a une femme à la grille. Elle dit qu'elle est la tante de la gamine. Elle fait une scène. Dominic posa son stylo. Gloria Vance m'a ça. Oui, elle crie à l'enlèvement. Menace d'appeler la police. Dominic se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là, il pouvait voir la grille d'entrée. Une femme en vêtements froissés s'agrippait au barreau de fer, le visage rouge de colère. Il s'y attendait. Il avait juste espéré que cela prendrait plus de temps. Laisse-la entrer, dit Dominic. Patron, vous êtes sûr? Laisse-la entrer. Je vais m'en occuper. 5 minutes plus tard, Gloria Vance se tenait dans le hall en marbre du manoir Corsetti. Ses yeux balayaient la pièce, observant les peintures coûteuses, le lustre en cristal, les sols polis. Sa colère s'estompa légèrement, remplacée par autre chose. Le calcul. Dominic descendit lentement les escaliers. Il s'arrêta en bas et regarda la femme qui avait enfermé sa nièce dans une cave, qu'il avait frappée, affamée, laissé des bleus sur ses petits poignets. Il voulait lui briser tous les os du corps, mais il garda son visage calme, sa voix stable. Madame Vance. Gloria se redressa, essayant de paraître importante. C'est exact, et vous avez ma nièce. C'est un enlèvement, monsieur. Peu m'importe votre richesse. J'appellerai la police. J'appellerai les journaux. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre d'homme vous êtes. Dominic ne dit rien. Gloria continua, sa voix s'élevant. C'est ma nièce, la fille de ma sœur. Vous ne pouvez pas la prendre comme ça. Elle est venue à moi, dit doucement Dominic. De son plein gré, elle a traversé la ville pour me trouver. Elle a 7 ans. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle en savait assez pour fuir loin de vous. Le visage de Gloria se tordit. Cette petite peste. Je lui ai donné un foyer. Je l'ai nourrie. Je l'ai habillée. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Vous l'avez enfermée dans une cave. Je l'ai disciplinée. C'est mon droit en tant que sa tutrice. Dominic fit un pas de plus. Ses yeux étaient assez froids pour geler l'air entre eux. Laissez-moi être clair, Madame Vance. Sophia ne retournera pas avec vous. Ni aujourd'hui, ni jamais. L'expression de Gloria vacilla. La peur, puis autre chose. La cupidité. Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle. Mais sa voix avait changé. Plus douce maintenant. Plus prudente. Je suis sa tutrice légale. La loi est de mon côté, à moins que elle laissa le mot en suspens. Dominic comprit parfaitement. Combien? Gloria cligna des yeux, surprise de la rapidité avec laquelle il avait demandé. Puis un sourire se dessina sur son visage. 50 000, et je signerai tous les papiers que vous voudrez. Dominic la fixa.
Cette femme était prête à vendre sa propre nièce pour 50 000 $. L'enfant qu'elle avait battu et affamé, le dernier vestige de la vie de sa sœur décédée. 50 000 $. Je vous donne 100 000, dit sèchement Dominique. Vous me signerez la garde complète et vous ne vous approcherez plus jamais de Sophia. Si je vois votre visage près de cette maison, près de son école, près de sa vie, je vous détruirai. Est-ce que vous comprenez? Les yeux de Gloria s'écarquillèrent. 100 000. Plus qu'elle n'avait jamais rêvé. Marché conclu, dit-elle immédiatement. Où est-ce que je signe? Léo apporta les papiers. Gloria ne les lut même pas. Elle signa son nom sur chaque ligne. Sa main se déplaçait vite, impatiente. Quand elle eut fini, elle tendit la main pour le chèque. Dominique le lui tendit sans un mot. Gloria regarda le chiffre, sourit et se tourna vers la porte. Elle ne demanda pas à voir Sophia. Elle ne demanda pas si l'enfant était en sécurité, heureuse ou en bonne santé. Elle sortit simplement, comptant son argent dans sa tête. La porte se referma derrière elle. Dominique se tenait dans le hall, les poings serrés. « Patron ?» demanda doucement Léo. « Elle l'a vendue, » dit Dominique. Sa propre nièce. Sans une seconde d'hésitation. Léo hocha lentement la tête. Certaines personnes ne méritent pas d'être appelées famille. Dominique se retourna et se dirigea vers les escaliers. Sophia se tenait d'en haut, à moitié cachée derrière la rampe. Elle avait tout entendu. Ses yeux rencontrèrent ceux de Dominique. « Elle est partie » murmura Sophia. « Oui, dit Dominique, elle est partie. Pour toujours. » Sophia ne pleura pas, elle ne sourit pas, elle hocha simplement la tête lentement, comme si un poids qu'elle portait depuis des années venait enfin d'être levé de ses petites épaules. « Bien, dit-elle doucement. « Bien. » Dominique Corsetti avait bâti un empire à partir de rien. Il avait écrasé des rivaux, survécu à des trahisons et commandé des milliers d'hommes d'un seul mot. Il avait regardé la mort en face sans jamais scier. Mais il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'une fillette de 7 ans. Le premier matin, après que Gloria eut signé les papiers, Sophia descendit avec les cheveux emmêlés en nœuds. Elle se tint dans la salle à manger, regardant Dominique avec des yeux pleins d'attente. « Rosa me brosse habituellement les cheveux, dit-elle, mais elle est allée au marché. » Dominique la fixa, puis la brosse à cheveux dans sa main. « Je ne sais pas comment faire ça, admit-il. » Sophia pencha la tête. « Ce n'est pas difficile. Il suffit de brosser. » Mais c'était difficile. Dominique l'assit sur une chaise et essaya de passer la brosse dans ses cheveux. Sophia grimaça. Il essaya à nouveau, plus doucement cette fois. La brosse se coinça. Il tira plus fort. Sophia cria « Aïe !» « Désolé. » Dominique recula, regardant la brosse comme si elle l'avait trahi. Léo entra dans la pièce, jeta un coup d'œil à la scène et éclata de rire. « Patron, dit-il en secouant de la tête, vous dirigez un empire, mais vous ne savez pas faire une tresse? » Dominique le foudroya du regard. « Tu sais faire une tresse, toi, non. Mais ce n'est pas moi qui tiens de la brosse. » Quand Rosa revint, elle trouva Dominique assis à table, la tête dans les mains, tandis que Sophia mangeait des céréales, les cheveux toujours en désordre. Rosa soupira, prit la brosse et arrangea tout en 5 minutes. « Vous devez apprendre, » dit-elle à Dominique. « Cet enfant a besoin de plus que de l'argent et des gardes du corps. Elle a besoin de quelqu'un qui sait comment s'occuper d'elle. » Alors Dominique apprit. Rosa lui apprit à brosser les cheveux sans tirer, à préparer des repas simples qu'un enfant mangerait, à lire des histoires du soir sans avoir l'air de faire un rapport d'affaires. C'était étrange, inconfortable. Dominique avait passé toute sa vie d'adulte à construire des murs autour de lui, à garder les gens à distance, à ne faire confiance à personne. Mais Sophia se moquait de ces murs. Elle les traversait comme s'ils n'existaient pas. Elle lui posait des questions au dîner, des questions au hasard. « Aimes-tu les chiens? Quelle est ta couleur préférée? Pourquoi le ciel est-il bleu? » Il ne savait jamais comment répondre, mais il essayait. La nuit, cependant, les progrès semblaient toujours disparaître. Sophia faisait des cauchemars presque toutes les nuits. Elle se réveillait en hurlant, son petit corps trempé de sueur, ses yeux fous de terreur. Rosa accourait pour la réconforter, mais une nuit, oui, Rosa n'était pas là. Dominique entendit le cri depuis son bureau. Il fut à la porte de Sophia en quelques secondes. Elle était assise dans son lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur son visage. Tout son corps tremblait. « Sophia. » Dominique entra dans la pièce. « Qu'est-ce qui s'est passé? »
J'ai rêvé que tante Gloria revenait, murmura Sophia. Elle était à la porte. Elle a dit que tu m'avais rendu à elle. Elle a dit que je devais retourner à la cave. Dominique s'approcha et s'assit sur le bord du lit. Ça n'arrivera pas, dit-il. Sophia le regarda avec des yeux humides. Comment le sais-tu? Parce que je ne le permettrai pas. Papa disait la même chose. La voix de Sophia se cassa. Il disait que personne ne me ferait jamais de mal. Mais il n'a pas pu tenir sa promesse. Il est parti et il n'est jamais revenu. Dominique resta silencieux un instant. Il pensa à son frère, un homme qui avait travaillé dur, aimé sa famille et tout fait correctement. Un homme qui était mort dans un accident que personne n'aurait pu prévoir ou empêcher. Daniel avait fait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que le monde était cruel et injuste. Mais Dominique était différent. Il avait du pouvoir. Il avait des ressources. Il avait passé toute sa vie à apprendre à contrôler les choses autour de lui. « Je ne suis pas ton papa », dit doucement Dominique. « Mais je tiens mes promesses. Toujours. » Sophia le regarda un long moment, cherchant la vérité sur son visage. Puis, lentement, elle tendit la main et prit de la sienne. Ses doigts s'étaient tous chauds contre les siens. « Tu veux bien rester ?» murmura-t-elle. « Jusqu'à ce que je m'endorme. » Dominique hocha la tête. Il resta. Sophia ferma les yeux, tenant toujours sa main. Sa respiration ralentit. Sa prise se relâcha. En quelques minutes, elle dormait. Mais Dominique ne partit pas. Il resta assis là, dans le noir, veillant sur la fille de son frère, jusqu'à ce que la première lueur du matin se glisse par la fenêtre. Les nouvelles vont vite à Chicago, surtout quand elles impliquent une Dominique Corsetti. En une semaine, toutes les personnes importantes étaient au courant. L'élite des affaires en chuchotait lors des galas de charité. Le monde souterrain en murmurait dans les coins sombres. Dominique Corsetti, l'homme de glace, l'homme qui ne faisait confiance à personne, avait recueilli un enfant, une petite fille de 7 ans, vivant dans son manoir, protégée par ses hommes. Certains disaient qu'elle était sa fille illégitime. D'autres disaient qu'il l'avait achetée. Quelques-uns prétendaient qu'il s'était ramolli avec l'âge, mais personne ne connaissait la vérité, sauf ceux qui avaient des raisons de la craindre. Dans le nord de la ville, dans un penthouse surplombant le lac Michigan, Marcus Ashford était assis dans un fauteuil en cuir, faisant tourner du whisky dans un verre en cristal. Il avait 38 ans, était beau d'une manière polie, costume cher, cheveux parfaits, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Son téléphone reposait sur la table devant lui, affichant une photographie, une image floue prise de loin, de Dominique Corsetti entrant dans son manoir, tenant la main d'une petite fille. Marcus sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Il détestait Dominique depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. Ils avaient grandi dans les mêmes cercles, fréquenté les mêmes écoles, concouru pour les mêmes contrats, mais Dominique gagnait toujours, toujours. Peu importe ce que Marcus faisait, Dominique avait toujours une longueur d'avance. L'Empire Corsetti était tout ce que Marcus voulait, le pouvoir, le respect, la peur dans les yeux des gens quand ils entendaient le nom. Il avait essayé pendant des années de trouver un moyen de faire tomber Dominique, mais l'homme était intouchable. Pas de faiblesse, pas de point faible, personne à qui il tenait assez pour l'utiliser contre lui jusqu'à maintenant. Marcus prit le téléphone et traversa le penthouse jusqu'à une porte au bout du couloir. Il frappa 2 fois, puis entra. Victoria Ashford était assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. À 58 ans, elle était toujours belle d'une manière froide et préservée. Son visage ne montrait aucune émotion. Il ne le faisait jamais. « Mère, dit Marcus, avez-vous entendu? Dominique a une nièce. » La main de Victoria s'arrêta à mi-chemin. « Une nièce? Une petite fille de 7 ans. Apparemment, elle s'est présentée à son bureau en prétendant que son père lui ressemblait trait pour trait. » Marcus s'assit en face d'elle. Le nom de son père était Daniel Martinez. Le visage de Victoria devint blême. Elle posa la tasse de thé lentement, avec précaution, comme si elle avait peur qu'elle ne se brise. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Vraiment? » Marcus se pencha en avant, étudiant la réaction de sa mère. « Vous ne m'avez jamais dit exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. La nuit à l'hôpital. Vous avez dit qu'il n'y avait qu'un seul bébé, un seul héritier. » Victoria ne dit rien. « Mais il y en avait 2, n'est-ce pas? » continua Marcus. « Des jumeaux, et vous en avez pris un. C'était censé être simple. » La voix de Victoria était à peine audible.
Mes hommes devaient prendre l'enfant. Catherine perdrait son fils. Elle souffrirait. C'était tout ce que je voulais. Mais ensuite quoi? Victoria ferma les yeux. Ils m'ont dit qu'il y avait 2 bébés, pas un. Ils avaient pris le mauvais. J'ai paniqué. Je leur ai dit de s'en débarrasser. De s'en débarrasser. De le laisser quelque part. Peu m'importait où. J'avais juste besoin qu'il disparaisse avant que quelqu'un ne le découvre. Victoria ouvrit les yeux. Ils étaient remplis de quelque chose que Marcus n'avait jamais vu auparavant. La peur. Je pensais qu'il était mort. Je pensais que c'était fini. Eh bien, il n'est pas mort. Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il a grandi, a eu une famille, et maintenant cette famille a mené Dominic tout droit à la vérité. Les mains de Victoria tremblaient. S'il découvre ce que j'ai fait, il le sait déjà. Marcus se tourna pour lui faire face. J'ai des gens qui le surveillent. Il a fouillé dans les dossiers de l'hôpital, interrogé de vieilles infirmières. Il sait que vous avez pris son frère et il vient pour vous. Le visage de Victoria se durcit. La peur disparut, remplacée par un calcul froid. Alors nous devons agir en premier, dit-elle. C'est exactement ce que je pensais. Marcus sourit à nouveau. Cette petite fille est sa faiblesse, la seule faiblesse qu'il ait jamais eue. Si nous la contrôlons, nous le contrôlons. Victoria hocha lentement la tête. Apportez-moi plus d'informations sur cet enfant. Toutes. Où elle va, qui la surveille, chaque détail. Et ensuite, Victoria regarda par la fenêtre la ville scintillante en contrebas. Ensuite, nous la prenons. À l'extérieur du penthouse, le vent hurlait dans les rues de Chicago, et quelque part à travers la ville, Sofia Martinez dormait paisiblement dans son lit douillet, ignorant que l'obscurité se dirigeait déjà vers elle. La boîte était dans le grenier depuis 10 ans. Dominic ne l'avait jamais ouverte. Après la mort de sa mère, il avait emballé ses affaires et les avait enfermées dans la pièce la plus haute du manoir. Il s'était dit qu'il les trierait un jour, mais ce jour n'est jamais venu, jusqu'à maintenant. Le grenier était poussiéreux et froid. La lumière de la lune filtrait par une petite fenêtre, projetant des ombres pâles sur des meubles oubliés et de vieux tableaux. Dominic passa devant tout cela jusqu'à ce qu'il atteigne le coin où la boîte attendait. Il s'agenouilla et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des lettres, un collier de perles que sa mère avait porté lors d'occasions spéciales, une fleur séchée de son bouquet de mariage, et au fond, un journal relié en cuir. Dominic le souleva avec précaution. La couverture était usée. Les pages étaient jaunies par le temps. L'écriture de sa mère remplissait chaque ligne nette et soignée dans les premières pages, plus tremblante vers la fin. Il emporta le journal dans son bureau, s'assit dans son fauteuil, l'ouvrit à la première page. Les entrées commençaient quand sa mère était jeune, avant qu'elle n'épouse son père, avant l'Empire Corsetti, avant tout. Dominic lisait lentement, page par page, regardant la vie de sa mère se dérouler dans ses propres mots, ses espoirs, ses peurs, son amour pour un homme puissant et dangereux, et pas toujours gentil, mais ce furent les dernières entrées qui lui coupèrent le souffle, écrites quelques semaines seulement avant sa mort. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à Dominic, quelque chose que j'ai porté seul pendant 36 ans. Je suis trop lâche pour le dire à voix haute, mais je peux l'écrire ici. Peut-être qu'un jour il trouvera ça. Peut-être qu'un jour il comprendra. Dominic tourna la page. La nuit où j'ai accouché, j'ai eu des jumeaux, 2 garçons. Je me souviens avoir entendu 2 cris, 2 petites voix s'élevant dans l'obscurité. J'étais épuisé, à peine consciente, mais je sais ce que j'ai entendu. 2 bébés, 2 fils. Sa main se resserra sur le journal. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, ils m'ont dit qu'il n'y en avait qu'un. Ils ont dit que le 2e bébé avait été un rêve, une hallucination due aux médicaments. Ils ont dit que j'étais confuse, mais je n'étais pas confuse. J'ai entendu 2 cris. J'ai senti 2 vies sortir de mon corps. Je savais. La gorge de Dominic se serra. Il se força à continuer de lire. J'ai essayé de trouver la vérité. J'ai posé des questions. J'ai cherché des dossiers, mais il n'y avait rien. Chaque piste ne menait nulle part. Et Victoria, elle était trop puissante, trop protégée. Je n'avais aucune preuve, seulement le souvenir d'un cri dans l'obscurité. J'ai abandonné. Que Dieu me pardonne, j'ai abandonné. Je me suis dit qu'il était plus facile de croire aux mensonges, de me concentrer sur le fils que j'avais,
de prétendre que l'autre n'avait jamais existé, mais je n'ai jamais oublié. Pas un seul jour. Je regardais Dominic et je me demandais où était son frère. S'il était vivant, s'il était heureux, s'il savait qu'il avait une famille quelque part qui aurait dû l'aimer. La dernière entrée était datée de 3 jours avant sa mort. Mon fils, si jamais tu lis ceci, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageuse pour me battre plus fort. Je suis désolé de les avoir laissés nous prendre ton frère. Je suis désolé d'avoir emporté ce secret dans ma tombe au lieu de te dire la vérité. Mais si tu trouves ceci, s'il te plaît, trouve-le. Trouve ton frère. Trouve la vérité et fais-les payer pour ce qu'ils ont fait à notre famille. Je t'aime, Dominique. Je vous ai toujours aimé, tous les deux, même celui que je n'ai jamais pu tenir dans mes bras. Ta mère, Catherine. Dominique ferma le journal. Ses mains tremblaient. Sa mâchoire était si serrée qu'elle lui faisait mal. Ses yeux brûlaient, mais aucune larme ne tomba. Il avait oublié comment pleurer il y a longtemps. Il resta assis dans le silence de son bureau, serrant les mots de sa mère contre sa poitrine. Elle avait su. Toutes ces années, elle avait su. Elle avait porté la douleur seule, trop effrayée pour parler, trop impuissante pour agir, et Victoria Ashford l'avait laissée souffrir. Dominic se leva lentement. Il posa le journal sur son bureau et se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, scintillante de lumière. Quelque part là-dehors, Victoria dormait paisiblement, croyant son secret en sécurité, croyant qu'elle avait gagné. Elle avait tort. « Maman !» murmura Dominic dans l'obscurité. « Je l'ai trouvé. J'ai trouvé ton fils. » Il se détourna de la fenêtre, ses yeux froids et durs. « Et maintenant, je vais les faire payer. » Le gala de charité se tenait au Palmer House Hilton. Des lustres en cristal pendaient de plafonds dorés. Des femmes en robes de créateurs flottaient sur des sols en marbre. Des hommes en costume sur mesure échangeaient des poignées de main et des accords chuchotés derrière des coupes de champagne. C'était le monde de l'élite de Chicago, les puissants, les riches, les intouchables. Dominic Corsetti se déplaçait dans la foule comme une ombre. Les gens s'écartaient à son approche. Certains hochaient la tête respectueusement. D'autres évitaient complètement son regard. Il n'était pas là pour eux. Il était là pour Victoria Ashford. Il la trouva près du centre de la salle de bal, entourée d'admirateurs. Elle portait une robe argentée qui scintillait sous les lumières. Ses cheveux étaient élégamment relevés. Son sourire était parfait et étudié. Elle ressemblait à une reine, mais Dominic savait ce qu'elle était vraiment, un monstre en perles. Victoria le remarqua approcher. Son sourire vacilla un instant avant de se remettre en place. « Dominic !» Elle tendit gracieusement la main. « Quelle agréable surprise! Je ne m'attendais pas à vous voir à des événements comme celui-ci. » Dominic ne prit pas sa main. Il la regarda simplement avec des yeux qui ne trahissaient rien. « Victoria !» Elle baissa lentement la main, le sourire toujours figé sur son visage. « J'ai entendu dire que vous avez un petit ajout à votre famille, » dit Victoria, sa voix légère et conversationnelle. « Une nièce, n'est-ce pas? Comme c'est mignon. Je ne vous ai jamais vraiment imaginé en père de famille. Les nouvelles vont vite, c'est toujours le cas dans nos cercles. » Victoria prit une coupe de champagne d'un serveur qui passait. « Les enfants sont un tel fardeau dans notre monde, ne trouvez-vous pas? Ils nous rendent vulnérables, donnent à nos ennemis quelque chose à utiliser contre nous. » Ses yeux brillaient d'une lueur sombre sous la surface. Dominic s'approcha, assez près pour qu'elle seule puisse entendre ses prochains mots. « Je sais ce que vous avez fait il y a 36 ans, Victoria. » La coupe de champagne s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Pendant une seconde, juste une, le masque de Victoria glissa. La peur traversa son visage, brut, réel et indubitable. Puis elle disparut, remplacée par un sang-froid glacial. « Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez, si vous le savez. » La voix de Dominic était basse et stable. « Mon frère, celui que vous avez fait voler à l'hôpital, celui que vos hommes ont pris au milieu de la nuit et jeté comme un déchet. » La mâchoire de Victoria se serra presque imperceptiblement. « Vous êtes délirant, » dit-elle doucement. « Je vous suggère d'arrêter de vous ridiculiser avec ces fantasmes. Il a grandi avec rien. » Dominic continua comme si elle n'avait pas parlé. Pas de nom, pas de famille, pas d'avenir. Il travaillait dans la construction. Il se cassait le dos tous les jours juste pour survivre. Et puis il est mort dans un accident avant même de savoir qui il était vraiment. La main de Victoria trembla légèrement. Le champagne se balança dans son verre.
Alors que j'avais tout, dit Dominique. L'argent, le pouvoir, le nom Corsetti. Tout ça parce que vous avez décidé qu'un enfant suffisait à détruire ma mère. Tout ça parce que vous ne supportiez pas qu'elle ait ce que vous vouliez. Faites attention, Dominique. La voix de Victoria était maintenant glaciale. Des accusations comme celle-là nécessitent des preuves, et vous n'en avez aucune. Pas encore. Alors cette conversation est terminée. Victoria se tourna pour s'éloigner. La main de Dominique jaillit et attrapa son bras. Pas fort, juste assez pour l'arrêter. Je trouverai les preuves, dit-il doucement. Chaque document, chaque témoin, chaque secret que vous avez enterré, je déterrerai tout. Et quand je le ferai, je vous détruirai, votre nom, votre fortune, votre précieux fils. Tout ce que vous avez construit sera réduit en cendres. Victoria se dégagea, ses yeux brûlaient de haine. Vous pensez pouvoir me menacer? J'ai survécu plus longtemps que vous n'avez vécu. J'ai enterré des hommes bien plus puissants que vous. Vous n'avez jamais affronté quelqu'un qui n'a rien à perdre. Victoria le fixa un long moment. Puis elle sourit, un sourire froid et cassant qui n'atteignit pas ses yeux. Nous verrons, Dominique, nous verrons. Elle se retourna et s'éloigna, sa robe argentée attrapant la lumière. Dominique la regarda partir. Ses mains étaient instables, son visage était calme, mais à l'intérieur, un feu brûlait. Il avait déclaré la guerre et Victoria le savait. Elle viendrait pour lui maintenant, et se mointe. Elle essaierait de se protéger en frappant la première. Dominique comptait là-dessus. Il sortit de la salle de bal sans se retourner. Le jeu avait commencé. Une semaine passa après le gala. 7 jours d'attente, 7 jours de surveillance, 7 jours à savoir que Victoria frapperait, mais sans savoir quand ni comment. Dominique avait doublé la sécurité autour du manoir. Des gardes patrouillaient des lieux 24 heures sur 24. Des caméras couvraient chaque entrée, chaque fenêtre, chaque ombre. Mais ils ne pouvaient pas garder Sophia enfermée pour toujours. Le 8e jour, le soleil brillait. Le jardin derrière le manoir était rempli de l'odeur des roses et de l'herbe fraîchement coupée. Sophia avait supplié Rosa de la laisser jouer dehors, juste pour un petit moment. Rosa avait accepté. Le jardin était entouré de hauts murs. Il y avait des gardes à chaque portail. Que pouvait-il bien arriver de mal? Sophia courait sur la pelouse en chassant les papillons. Son rire résonnait dans l'air. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressemblait à une enfant normale, heureuse et vivante. Rosa était assise sur un banc près de la fontaine, regardant avec un sourire chaleureux. Aucune d'elles ne remarqua la camionnette noire qui s'était garée dans la rue à l'extérieur. Aucune d'elles ne vit les hommes escalader le mur du fond. Le premier signe de danger fut le bruit de pas, lourds, rapides, venant de la direction des rosiers. Rosa tourna la tête. 3 hommes masqués en noir couraient vers elle. « Sophia !» cria Rosa. « Cours !» Mais il n'y avait nulle part où courir. Le premier homme atteignit Rosa avant qu'elle ne puisse se lever. Son poing heurta sa tempe. Elle s'effondra sur le sol, inconsciente avant même de toucher l'herbe. Sophia se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Rosa !» Le deuxième homme l'attrapa par derrière. Sa main se plaqua sur sa bouche, étouffant son cri. Elle donna des coupes de pied et se débattit, son petit corps luttant de toutes ses forces. Elle mordit sa main de toutes ses forces. L'homme jura et relâcha sa prise une seconde. « Dominique !» cria Sophia à plein poumon. « Dominique !» Puis le troisième homme lui plaqua un chiffon sur le visage. Le monde devint flou, ses membres cessèrent d'obéir. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut le ciel bleu au-dessus, tournoyant vers le néant. Les hommes la jetèrent à l'arrière de la camionnette. La porte claqua. La camionnette disparut au coin de la rue. L'opération entière avait duré moins de 2 minutes. De l'autre côté de la ville, dans une tour de verre du centre-ville, Dominique était assis à la tête d'une table de conférence. Une douzaine de cadres l'écoutaient examiner les projections trimestrielles. Chiffres, graphiques, prévisions, les affaires habituelles. Son téléphone vibra. Dominique l'ignora. Il vibra encore et encore. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Le nom de Léo clignotait de manière urgente. Dominique leva la main pour faire taire la pièce et répondit « Quoi ?» La voix de Léo sortit du haut-parleur. Elle tremblait. Léo ne tremblait jamais. « Patron, ils ont enlevé Sophia. » Le monde s'arrêta. Tous les sons s'évanouirent. Toutes les couleurs se drainèrent. Les visages autour de la table se brouillèrent en riant. « Qu'est-ce que tu as dit ?» 3 hommes.
Ils sont passés par le mur du fond. Rosa est inconsciente. Sophia a disparu. Ils l'ont prise, patron. Ils l'ont prise. Dominic se leva. Sa chaise vola en arrière et s'écrasa contre le mur. Sa main balaya la table, en voyant papier et ordinateur portable s'écraser au sol. Les cadres reculèrent, terrifiés. Mais Dominic ne les voyait pas. Il ne voyait rien d'autre que l'image dans son esprit. Sophia, petite, effrayée, criant son nom, disparut. Trouvez-la. Sa voix était à peine humaine, un grognement venu de très loin. Maintenant. Il était sorti avant que Léo ne puisse répondre. L'ascenseur prenait trop de temps. Il prit les escaliers, dévalant les étages, son cœur battant dans sa poitrine. La camionnette disparut au coin de la rue, et pour la première fois de sa vie, Dominic Corsetti ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans. La peur, la vraie peur, celle qui s'enroule autour de votre gorge et serre jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Il avait promis à Sophia que personne ne lui ferait de mal. Il avait promis de la garder en sécurité. Et maintenant, elle était partie. Dominic franchit les portes du hall et monta dans la voiture qui l'attendait. « Au manoir », ordonna-t-il. « Maintenant, O'Malley-Hen », la voiture rugit. Alors que la ville défilait en flou par la fenêtre, Dominic fit un vœu silencieux. Il la trouverait. Il mettrait le monde à feu et à sang s'il le fallait. Et quiconque l'avait prise paierait de sa vie. Le manoir était en plein chaos quand Dominic arriva. Des gardes couraient dans toutes les directions. Les radios crépitaient de voix urgentes. Des ambulanciers chargeaient Rosa dans une ambulance, un bandage enroulé autour de sa tête. Elle était consciente maintenant, pleurant et s'excusant encore et encore. « Je suis désolé, Monsieur Corsetti. Je suis tellement désolé. J'ai essayé de les arrêter. J'ai essayé. » Dominic ne s'arrêta pas pour la réconforter. Il n'y avait pas de temps. Il trouva Léo dans la salle de sécurité, entouré d'écrans montrant des flux de caméras de toute la ville. Ces hommes travaillaient déjà, traquant la camionnette noire à travers les caméras de circulation, les péages, les enregistrements d'intersection. « Parle-moi, dit Dominic. Léo pointa un écran. « Nous avons repéré la camionnette se dirigeant vers le sud sur Halstead. Nous l'avons perdue près du quartier industriel. Il y a moins de caméras là-bas. Il savait ce qu'il faisait. Combien d'hommes? 3 que nous avons vus, probablement plus qui attendaient quelque part ailleurs. Ashford. Léo hocha la tête. Ça doit être ça. Personne d'autre ne serait assez stupide pour s'en prendre à vous comme ça. Le téléphone de Dominic sonna. Numéro inconnu. Il répondit sans hésiter. Bonjour, cousin. La voix était douce, confiante, amusée. Marcus Ashford. J'ai quelque chose qui vous appartient, continua Marcus. Une petite fille, assez courageuse en fait. Elle a mordu un de mes hommes assez fort pour le faire saigner. Ça doit être de famille. La prise de Dominic sur le téléphone se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Touche-la, dit-il lentement, et je tuerai tous ceux que tu as jamais aimés. Ta mère, tes amis, tes serviteurs, tout le monde. Marcus rit doucement. Quelle passion! Il s'avère que l'homme de glace a un cœur après tout. Qui aurait cru qu'une fillette de 7 ans pourrait vous faire fondre si vite? Que veux-tu? Ce que j'ai toujours voulu. L'Empire Corsetti, votre territoire, vos relations, votre pouvoir. Marcus marqua une pause. Mais nous pouvons discuter des détails en personne. Retrouvez-moi à minuit, au vieil entrepôt sur l'avenue Archer. Venez seul. Et si je ne le fais pas, alors la fille y meurt. La voix de Marcus se durcit, et je m'assurerai que ça fasse mal, chaque seconde. La ligne se coupa. Dominic resta immobile, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Léo l'observa attentivement. « Patron, c'est un piège. Il aura des hommes partout. Si vous y allez seul, vous n'en sortirez pas. »« Je sais. Alors, quel est le plan? » Dominic baissa le téléphone. Ses yeux étaient lointains. Calculateur. « Trouvez cet entrepôt. Je veux les plans, les pointes d'entrée, chaque détail. Et préparez nos hommes. Nous n'attendons pas minuit. Et pour le fait d'y aller seul, j'entrerai par la porte de devant. Vous entrerez par l'arrière. » Léo hocha lentement la tête. « Et Marcus? Il est à moi. » À des kilomètres de là, dans un bâtiment sans fenêtre et sans chauffage, Sophia était assise dans l'obscurité. Ses mains étaient attachées derrière son dos. Ses chevilles étaient liées. Un bandeau couvrait ses yeux. Elle pouvait entendre des voix quelque part au-delà des murs,
Des hommes qui parlaient, riaient, le bruit de bottes sur le béton. Elle avait peur, plus peur qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Mais elle ne pleura pas. Elle se souvint de la cave de tante Gloria, du froid, de la faim, des nuits interminables seules. Elle avait survécu à ça. Elle survivrait à ça. Elle se souvint de la voix de Dominique, basse et stable, certaine. Je tiens mes promesses, toujours. Sophia s'accrocha à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Il viendrait. Elle savait qu'il viendrait. Il n'était pas comme papa. Papa avait voulu revenir, mais n'avait pas pu. Dominique était différent. Dominique était puissant. Dominique ne laissait rien l'arrêter. Les hommes à l'extérieur rirent à nouveau. L'un d'eux dit quelque chose à propos d'une rançon. Un autre mentionna minuit. Sophia ne comprenait pas tout, mais elle comprenait assez. Minuit. C'est à ce moment-là que quelque chose se passerait. Elle devait juste attendre. Elle se recroquevilla en boule sur le sol froid et murmura dans l'obscurité, « Il viendra. Il me trouvera. » Encore et encore, comme une prière. « Il viendra. Il me trouvera. » Et quelque part à travers la ville, Dominique Corsetti était déjà en route. Minuit. L'entrepôt sur l'avenue Archer se dressait seul au bord du quartier industriel. Des fenêtres brisées regardaient comme des yeux morts. La rouille couvrait les murs. L'air sentait l'huile et la décomposition. Une seule voiture noire s'arrêta à l'entrée. Dominique en sortit. Il était seul comme Marcus l'avait exigé. Mais dans l'ombre au-delà de la clôture, Léo et 20 des meilleurs hommes de Dominique attendaient. Silencieux, invisibles, prêts. Dominique se dirigea vers la porte de l'entrepôt. Ses pas résonnaient dans la nuit vide. Ses mains étaient vides. Son visage était calme. À l'intérieur, l'entrepôt était éclairé par quelques lampes suspendues qui se balançaient dans le courant d'air. Des caisses étaient empilées le long des murs. Au centre de l'espace ouvert se tenait Marcus Ashford et à côté de lui, Victoria. Elle portait un manteau sombre, ses cheveux argentés tirés en arrière. Son visage ne montrait aucune émotion, seulement un calcul froid. Derrière eux, 3 hommes armés formaient une ligne. Et devant ces hommes, assise sur une chaise en métal avec les mains attachées dans le dos, se trouvait Sophia. Son bandeau avait été retiré. Ses yeux trouvèrent Dominique dès qu'il entra. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle le regarda simplement et murmura « Je savais que tu viendrais. » Le cœur de Dominique se brisa, mais son visage resta de pierre. « Laissez-la partir, dit-il. » Marcus sourit. « Pas encore. Nous avons des affaires à discuter d'abord. » Victoria s'avança. Ses talons claquèrent contre le sol en béton. « Vous auriez dû laisser le passé tranquille, Dominique, dit-elle. Vous auriez dû laisser les morts reposer en paix. Mais vous ne pouviez pas, n'est-ce pas? Vous deviez creuser. Vous deviez trouver la vérité. La vérité, c'est que vous avez volé mon frère. J'ai éliminé une menace. » La voix de Victoria était de glace. « Votre mère pensait qu'elle pouvait tout me prendre. Ma position, mon avenir, j'ai simplement veillé à ce qu'elle paie le prix en enlevant un bébé, en protégeant ce qui était à moi. » Dominique prit une lente inspiration. « Donnez-moi la fille, c'est entre nous. Elle n'a rien à voir avec ça. » Marcus rit. « Elle a tout à voir avec ça. C'est votre faiblesse, Dominique. Le seul point faible de votre armure. » Il fit un geste vers les hommes derrière lui. « Amenez-la. » 2 gardes attrapèrent Sophia et la traînèrent au centre de la pièce. Elle trébucha, mais ne tomba pas. Ses yeux ne quittèrent jamais Dominique. « Une si petite chose courageuse, dit Marcus. C'est presque dommage. » Dominique regarda Sophia, puis Marcus, puis les gardes positionnés autour de la pièce. Il ne donna aucun signal, ne fit aucun mouvement. Mais à l'extérieur, Léo observait à travers une fissure dans le mur et il vit la main droite de Dominique se fermer en poing. C'était le signal. La porte arrière explosa vers l'intérieur. Les hommes de Léo déferlèrent comme un déluge. Les coups de feu éclatèrent. Des cris remplirent l'air. Les gardes se précipitèrent sur leurs armes, mais il était trop tard. Dominique bougea. Il franchit la distance jusqu'à Sophia en 3 foulées. Sa main trouva le couteau dans sa manche. Il coupa les cordes autour de ses poignets d'un seul geste rapide. « Je t'ai eu, dit-il en l'attirant dans ses bras. « Je t'ai eu. » Sophia enfouit son visage contre sa poitrine. Son petit corps tremblait de soulagement. « Tu as tenu ta promesse, » murmura-t-elle. Derrière eux,
Le combat se terminait aussi vite qu'il avait commencé. Marcus tenta de fuir. Une balle l'atteignit à la jambe. Il s'effondra avec un cri, se tenant la cuisse. Victoria ne s'enfuit pas. Elle resta parfaitement immobile alors que les hommes de Léo l'entouraient. Son visage ne montrait rien, ni peur, ni défaite, seulement de la haine. Deux gardes la forcèrent à s'agenouiller. Dominique se leva lentement, tenant toujours Sophia dans ses bras. Il se tourna pour faire face à la femme qui avait détruit sa famille. « C'est fini, Victoria. » Elle leva les yeux vers lui, pleins de poison. « Ce n'est jamais fini, siffla-t-elle. Vous pensez avoir gagné? Vous ne serez jamais libéré de ce que j'ai fait. Votre frère est toujours mort. Votre mère est toujours morte. Et cette fille portera les cicatrices pour toujours. » Dominique ne dit rien. Il se tourna simplement et se dirigea vers la porte, Sophia en sécurité dans ses bras. Derrière lui, la voix de Léo retentit. « Prenez-les tous les deux. Nous avons terminé ici. » L'entrepôt tomba dans le silence. Et sous les étoiles froides, Dominique emporta sa nièce hors de l'obscurité et dans la voiture qui attendait. Sophia leva les yeux vers lui, l'épuisement dans les yeux. « On rentre à la maison? » Dominique hocha la tête. « Oui, on rentre à la maison. » Le sous-sol de la tour Corsetti n'était pas destiné aux invités. C'était un lieu de murs en béton et de lumière tamisée. Un lieu où des questions étaient posées et des réponses données d'une manière ou d'une autre. Victoria Ashford était assise sur une chaise en métal, ses poignets attachés aux accoudoirs. Ses cheveux argentés s'étaient détachés de leurs épingles. Son manteau de créateur était déchiré. Pour la première fois depuis des décennies, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une criminelle. Marcus avait été emmené dans un hôpital sous bonne garde. La balle avait brisé son fémur. Il vivrait, mais il ne marcherait plus jamais de la même manière. Victoria n'eut pas cette chance. Dominique se tenait devant elle, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Léo se tenait à sa droite. Deux gardes flanquaient la porte. « Vous avez une chance, » dit doucement Dominique. « Racontez-moi tout depuis le début. » Victoria rit. C'était un son amer et creux. « Ou quoi? Vous me tuerez? Allez-y. Je n'ai pas peur de la mort. La mort serait trop facile. » Dominique se pencha plus près. « J'ai des preuves de vos crimes. Enlèvement, complot, tentative de meurtre. Je peux tout envoyer à la police, à la presse, à tous les partenaires commerciaux que vous avez jamais eus. » Il marqua une pause. « Votre nom sera détruit. La fortune de votre famille sera saisie. Marcus passera le reste de sa vie en prison. Tout ce que vous avez construit s'effondrera en poussière. » Le sourire de Victoria s'effaça. « Ou, continua Dominique, vous me dites la vérité, toute la vérité, et je déciderai de la suite. » Le silence remplit la pièce. Victoria le fixa avec une haine brûlante dans les yeux. Mais sous la haine, il y avait autre chose. La peur. La peur d'une femme qui n'avait finalement plus de coups à jouer. « Très bien, » murmura-t-elle. Elle ferma les yeux et commença à parler. « Il y a 36 ans, votre père et moi étions ensemble. Il m'avait tout promis. Le mariage, le pouvoir, un avenir. Mais ensuite, il a rencontré votre mère. Sa voix devint amère. Elle n'était rien, une inconnue venue de nulle part. Mais il l'a choisie, il l'a épousée. Et quand j'ai découvert qu'elle était enceinte de son enfant, je ne pouvais pas le supporter. » Victoria ouvrit les yeux. « Alors j'ai fait un plan. J'ai payé des hommes pour prendre le bébé à l'hôpital. Je voulais qu'elle souffre. Je voulais qu'elle sache ce que ça faisait de tout perdre. » La mâchoire de Dominique se serra. « Mais mes hommes ont fait une erreur. Ils ne savaient pas qu'il y avait des jumeaux. Ils n'ont pris qu'un seul bébé. Quand j'ai découvert qu'il devait y en avoir deux, j'ai paniqué. Je pensais qu'ils avaient pris le mauvais. »« Alors vous l'avez jeté, » dit Dominique. « Je leur ai dit de le laisser quelque part. Une église, un hôpital, peu m'importait. Je voulais juste qu'il disparaisse avant que quelqu'un ne découvre ce que j'avais fait. » Victoria secoua lentement la tête. « Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé après ça. J'ai supposé qu'il était mort. C'était plus facile comme ça. » La pièce était silencieuse. Dominique pensa à Daniel, son frère jumeau, un homme qui avait été jeté comme un déchet, un homme qui avait grandi dans la pauvreté, travaillé de ses mains, épousé une femme qu'il aimait, élevé une fille qu'il adorait. Un homme qui avait vécu toute sa vie sans savoir d'où il venait. Un homme qui était mort dans un accident de chantier, seul et inconnu. « Mon frère méritait mieux, » dit doucement Dominique.
Il méritait de connaître sa famille, son histoire, son nom. Victoria ne dit rien. Il méritait de grandir avec moi, de partager ce que j'avais, de vivre sans lutter chaque jour. Dominic recula. Mais vous lui avez pris ça. Vous nous l'avez pris à tous les deux. Il se tourna vers Léo. Envoyez tout aux autorités. Chaque document, chaque enregistrement, chaque élément de preuve. Léo hocha la tête. Et elle? Demanda-t-il. Dominic regarda Victoria une dernière fois. Laissez la loi s'occuper d'elle. Elle passera le reste de sa vie à regarder tout ce qu'elle a construit disparaître. Le visage de Victoria se tordit de rage. Vous pensez que c'est la justice? Vous pensez que m'enfermer change quoi que ce soit? Votre frère est toujours mort. Dominic s'arrêta à la porte. Oui, dit-il, il l'est, mais sa fille est vivante et elle est à moi maintenant. Il sortit sans se retourner. En une semaine, l'Empire Ashford s'effondra. Victoria fut arrêtée. Marcus fut inculpé en tant que complice. Leurs avoirs furent gelés. Leurs noms devinrent synonymes de scandale et de honte. La vérité était enfin révélée. Et quelque part, Dominic l'espérait, sa mère et son frère étaient en paix. Un mois passa. Les gros titres sur Victoria Ashford s'estompèrent des journaux. Les chuchotements dans le monde des affaires se firent plus discrets. Le chaos se transforma en silence. Et dans le manoir Corsetti, une nouvelle vie commença. Dominic signa les papiers d'adoption un mardi matin. La juge parut surprise en voyant qui était assis dans sa salle d'audience. Dominic Corsetti, l'homme d'affaires le plus redouté de Chicago, demandant la garde d'une fillette de 7 ans. Mais les papiers étaient en ordre. Les vérifications d'antécédents étaient complètes. Et Sophia, interrogée, ne dit qu'une chose. « C'est ma famille. » La juge approuva l'adoption. Cet après-midi-là, Rosa prépara le repas préféré de Sophia. Léo acheta un gâteau de la meilleure pâtisserie de la ville. Pour la première fois depuis des années, le manoir ressemblait à un foyer plutôt qu'à une forteresse. Sophia commença l'école la semaine suivante. C'était une académie privée dans le nord de la ville. De petites classes, des professeurs gentils, des enfants qui ne posaient pas trop de questions sur ses origines. Au début, Sophia était silencieuse. Elle s'asseyait au fond de la classe et regardait les autres enfants jouer. Elle n'était pas habituée à être avec des enfants de son âge. Elle ne connaissait pas les règles, mais lentement, les choses changèrent. Elle se fit d'une amie, une fille nommée Lily qui aimait dessiner des papillons. Puis un autre ami, un garçon nommé Marcus qui partageait ses collations au déjeuner. Elle commença à lever la main en classe, à rire pendant la récréation, à rentrer à la maison avec des histoires sur ce qui s'était passé à l'école. Rosa écoutait chaque mot, le cœur plein. Dominic écoutait aussi, bien qu'il prétendît lire des rapports pendant qu'elle parlait. Un soir après le dîner, Sophia trouva Dominic dans son bureau. Il était assis à son bureau, des papiers étalés devant lui. La lampe projetait une lueur chaude dans la pièce. Dehors, le ciel virait au violet avec la dernière lumière du jour. Sophia s'approcha et se tint à côté de sa chaise. « Je peux te poser une question? » Dominic posa son stylo. « Bien sûr. » Sophia hésita. Elle regarda ses pieds, puis de nouveau lui. « Comment est-ce que je dois t'appeler? » La question resta en suspens. Dominic y avait pensé. Il s'était demandé quand elle le demanderait. Il s'était préparé à toute réponse qu'elle pourrait donner. « Comme tu veux, » dit-il. Sophia y réfléchit. Son petit visage était sérieux, comme toujours quand elle réfléchissait à quelque chose d'important. « Pas papa, » dit-elle finalement. « Papa, c'est papa. Il sera toujours papa. » Dominic hocha la tête, mais Sophia leva les yeux vers lui. « Est-ce que je peux t'appeler papa? » Quelque chose bougea dans la poitrine de Dominic, une fissure dans le mur qu'il avait si soigneusement construit autour de son cœur. Il resta silencieux un moment. Puis il hocha lentement la tête. « Ouais, dit-il. Ouais, tu peux. » Sophia sourit, un vrai sourire, celui qui illuminait tout son visage. Elle lui jeta les bras autour du cou et le serra fort. Dominic la serra en retour. C'était plus facile maintenant, plus naturel. Il apprenait. Derrière la porte du bureau, Rosa se tenait la main sur la bouche. Une larme coulait sur ses joues. Elle travaillait pour Dominic depuis 15 ans. Elle l'avait vu devenir dur, froid et intouchable. Mais cette petite fille avait tout changé. Plus tard dans la nuit, après que Sophia fut allée se coucher, Léo trouva Dominic debout près de la fenêtre du salon. « Patron, » dit Léo en secouant la tête, « vous vous êtes ramolli. »
Dominique ne se retourna pas. Peut-être, dit-il. Il pensa à Sophia, à la façon dont elle l'avait regardé quand elle lui avait demandé si elle pouvait l'appeler papa, à la sensation de sa main dans la sienne quand il se promenait dans le jardin. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, dit-il doucement. Léo le regarda un instant, puis sourit. Non, acquiesça-t-il. Peut-être que non. Dehors, la ville scintillait de lumière, et à l'intérieur du manoir, pour la première fois depuis très longtemps, il y avait la paix. Un an plus tard, le cimetière était calme dans la lumière du matin. Des feuilles d'automne dérivaient sur les allées, orange et or sur les pierres tombales grises. L'air était frais et pur. Dominique marchait lentement entre les rangées, la main de Sophia dans la sienne. Elle avait maintenant 8 ans, plus grande, plus forte. Ses cheveux étaient brossés et brillants. Ses vêtements étaient chauds et lui allaient parfaitement. Elle ne sursautait plus quand quelqu'un élevait la voix. Elle ne se réveillait plus en hurlant la nuit. Elle guérissait. Ils guérissaient tous les deux. Ils s'arrêtèrent devant deux simples pierres tombales, côte à côte. Daniel Martinez, mari et père bien-aimé. Elena Martinez, pour toujours dans nos cœurs. Sophia s'agenouilla et déposa un bouquet de roses blanches entre les tombes. Elle les avait cueillies elle-même dans le jardin ce matin-là. « Salut, papa, » dit-elle doucement. « Salut, maman. » Elle resta silencieuse un moment, ses petits doigts traçant les lettres du nom de son père. « J'ai trouvé ton frère, dit-elle, celui qui te ressemble. Il s'occupe de moi maintenant. Il s'assure que je prends mon petit déjeuner, que je fais mes devoirs et que je me brosse les dents avant de dormir. » Elle sourit un peu. Il n'est pas très doué pour faire des tresses, mais il apprend. Dominique se tenait derrière elle, observant. Sa gorge était serrée. Quand Sophia eut fini de parler, elle se leva et recula. Elle leva les yeux vers Dominique et hocha la tête, lui donnant la permission. Il s'agenouilla à côté de la tombe de son frère. Pendant un long moment, il ne dit rien. Il regarda simplement le nom gravé dans la pierre, le nom d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré, un homme qui avait vécu, aimé et était mort sans jamais connaître la vérité. « Je suis désolé, » dit doucement Dominique. « Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Je suis désolé que tu n'aies jamais su qui tu étais vraiment. » Il posa sa main sur la pierre froide. « Mais j'ai trouvé ta fille, et je te le promets, je prendrai soin d'elle pour le reste de ma vie. Elle ne sera plus jamais seule. » Il resta là un instant de plus, puis se leva. Sophia reprit sa main. Ils retournèrent à la voiture en silence. Les feuilles crissaient doucement sous leurs pieds. En rentrant, Sophia regarda par la fenêtre les arbres qui défilaient, puis elle se tourna vers Dominique. « Papa? Pourquoi penses-tu que j'ai trouvé cet écran ce jour-là, celui avec ton visage dessus? » Dominique la regarda, puis de nouveau la route. « Je ne sais pas. » Sophia resta silencieuse un moment. « Je pense que c'est papa qui m'a envoyé, » dit-elle, « de là où il est. Il voulait que je te trouve. Il savait que tu avais besoin de moi. » Dominique ne répondit pas, mais sa main se posa sur la sienne. Il la serra fort. Quand ils arrivèrent au manoir, les grilles de fer s'ouvrirent automatiquement. Les mêmes grilles qui avaient toujours été verrouillées. Les mêmes grilles qui avaient tenu le monde à l'écart et Dominique à l'intérieur. Mais maintenant, elles s'ouvraient facilement, les accueillant chez eux. Sophia regarda les grilles en passant. Puis elle regarda Dominique. « Papa? Merci d'avoir ouvert la grille. » Dominique la regarda, ses yeux gris-bleus, le sourire sur son visage, la fille qui était entrée dans sa vie et avait tout changé. « Merci d'avoir frappé à la porte, » dit-il. Sophia sourit et appuya sa tête contre son bras. Certaines grilles sont en fer, d'autres sont faites de peur, et certaines sont faites de toutes les années que nous passons à croire que nous ne méritons pas d'être aimés. Sophia a trouvé un homme qui avait verrouillé toutes les portes autour de son cœur, et elle les a toutes traversées. Cette histoire nous rappelle que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui se présente, qui reste, qui se bat pour vous, quand vous ne pouvez pas vous battre pour vous-même. Elle nous rappelle que même les cœurs les plus durs peuvent être adoucis par l'amour, que même les blessures les plus profondes peuvent en guérir quand quelqu'un se soucie assez de vous tenir la main. Et elle nous rappelle que parfois, les personnes qui nous sauvent sont celles que nous attendons le moins. Une petite fille avec rien d'autre qu'une photographie et un rêve a trouvé son chemin vers un homme qui avait tout sauf la seule chose qui comptait, la connexion, l'appartenance,
la famille. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour peut nous trouver dans les endroits les plus inattendus. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà vécu un moment où une personne inattendue est devenue votre famille? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux et vos histoires nous inspirent à continuer de créer. Merci d'avoir regardé. Merci de faire partie de cette communauté. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie de tous les jours. Au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.